Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 11 mai 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Ami, je croyais que ça allait être un père de substitution, d'accord? Ouais. Tu sais, si ton truc de père ne marche pas, alors tu prendras la relève. Mais quand on est aussi proche de son père, on dit mon ami. Oui, c'est vrai. Oui, D'accord. Je vais te laisser passer celle-là. Au fait, super chemise. Content de voir qu'on perpétue la tradition, qu'on essaye d'apporter un peu de lumière, un peu de joie dans un monde bien sombre. oui, exactement. Larry, je voudrais commencer par ce qu'a dit Benjamin Netanyahu dans son interview à l'émission 60 minutes. Il a expliqué que pour les États-Unis, la guerre n'est pas terminée. D'ailleurs, Donald Trump a répété la même chose hier. Il a déclaré « Nous n'en avons pas fini avec la guerre contre l'Iran et nous avons atteint environ 70% de ce que nous avions en tête avant que cette guerre ne commence. » Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, ces 70%. D'où vient ce chiffre? Mais Benjamin Netanyahu a dit la même chose. Nous avons accompli beaucoup. Alors, quelle est la logique derrière ces 70%? Qu'est-ce qu'ils cherchent à atteindre? Et qu'est-ce qu'ils ont réellement accompli jusqu'à présent? Tu comptais passer un extrait ou tu veux qu'on se lance directement? Non, on peut y aller, mais 60 minutes ne nous autorisent pas à utiliser leurs extraits. Ils vont supprimer notre discussion juste après, et on serait obligé de l'enlever. Bon, voyons un peu. Qu'est-ce que les États-Unis et Israël ont vraiment accompli? Ils ont éliminé un échelon de la direction iranienne. Et maintenant, ils ont en face d'eux une équipe dirigeante composée de gens qui ont tous combattu, pas forcément côte à côte, mais tous pendant la guerre Iran-Irak, entre 1980 et 1988. Autrement dit, on a aujourd'hui un gouvernement entièrement formé de vétérans de guerre. Des gens qui savent ce que c'est, la guerre. Alors cette idée qu'il y aurait une grande division entre les soi-disant modérés et les soi-disant extrémistes, franchement, c'est juste de la propagande occidentale. Ce n'est pas vrai. En réalité, je dirais même qu'il y a sans doute aujourd'hui plus d'unité au sein de la direction iranienne qu'à n'importe quel autre moment dans le passé. Je ne suis pas sûr de tous les précédents, vous savez. C'est vrai, je crois. On m'a dit que même l'ayatollah Khamenei, le père, avait combattu pendant la guerre Iran-Irak. Bien sûr, à cette époque, il devait avoir largement passé la quarantaine. Qu'est-ce qu'ils ont accompli d'autre? Eh bien, ils ont essentiellement réussi à faire désactiver ou détruire toutes les bases militaires américaines dans la région du Golfe. Ils ont obtenu ça, au point que la capacité des États-Unis à maintenir leur présence dans le Golfe n'est plus du tout ce qu'elle était. Ils ont épuisé un grand nombre de systèmes d'armes essentiels, et pour les reconstruire, ils doivent aller voir la Chine et la supplier de leur fournir des terres rares pour pouvoir les reproduire. Ils ont réussi à unir le peuple iranien autour d'un gouvernement auquel auparavant beaucoup s'opposaient. Mais maintenant, même ceux qu'on considérait, vous savez, comme les gars de Lego, ces jeunes qui faisaient des vidéos avec des Legos, eh bien, eux aussi, qui étaient plutôt critiques du gouvernement, sont devenus aujourd'hui le bras de propagande le plus efficace du régime iranien. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Oui, donc, de grands accomplissements pour l'Occident, n'est-ce pas? Ah, j'allais oublier le plus important. Ils ont réussi à provoquer la fermeture du détroit d'Ormuz, à paralyser l'économie mondiale et à créer une situation où les États-Unis et l'Europe risquent de faire face à une grave stagflation. À part ça, ils n'ont toujours pas fait grand-chose. Donc oui, vous entendez bien mon sarcasme tout au long de ce que je dis.
C'est une catastrophe totale pour les États-Unis et pour Israël. Au lieu d'affaiblir l'Iran, ils ont renforcé l'Iran. Et à travers tout ça, l'Iran a resserré ses liens avec la Russie et la Chine. En retour, la Russie et la Chine ont profité de cette ouverture, ont pris l'initiative d'avancer vers la création d'une nouvelle architecture de sécurité internationale dans le Golfe Persique. Une architecture qui écarte les États-Unis et qui en réalité les affaiblit. On dirait que la réponse de l'Iran à la proposition de Trump était d'une certaine façon impensable pour Donald Trump. Parce qu'il est venu ici, Larry, et il a dit que ce qu'avait répondu l'Iran à cette proposition était totalement inacceptable. En gros, ce qu'on a compris de cette nouvelle proposition, ou plutôt de la réponse des Iraniens, c'est qu'ils répètent les mêmes arguments. Ils ne changent absolument rien à leur position de départ. C'est vraiment très proche de ce qu'on a vu avec la Russie quand on essayait de négocier avec elle, et avec Trump aussi. Vous savez, Vladimir Poutine a présenté les positions de la Russie très clairement le 14 juin 2024, et depuis, ils n'en ont pas bougé. Pas du tout. Et maintenant, voilà que l'Iran arrive et pose, disons, les 4 points essentiels. Il y a bien 6 autres éléments, mais les 4 vraiment cruciaux sont les suivants. Lever les sanctions, débloquer les avoirs, contrôler le détroit d'Ormuz et discuter plus tard de l'enrichissement nucléaire et de tout ce qui va avec. Voilà, ils n'ont pas changé de ligne. Et les États-Unis continuent d'agir comme si c'était quelque chose de nouveau et de spectaculaire. Je pense qu'en Iran, on a bien compris qu'il n'y aura pas de véritable négociation possible avec les États-Unis tant que le chaos économique qui secoue le monde n'aura pas touché les États-Unis eux-mêmes, au point de créer une énorme pression politique sur Trump. En ce moment, il est à quoi? 33% de soutien, peut-être moins. Et mon Dieu, je l'ai vu hier, il a publié un message sur Truth Social pour dire qu'il était content des sondages. On lui ment complètement. Il va finir par se prendre une claque à un moment donné. Et ce n'est qu'à ce moment-là que, franchement, je ne crois pas beaucoup aux chances de réussite des négociations. Cette guerre ne va pas forcément se terminer par des négociations. Elle va se terminer quand les États-Unis devront accepter une réalité. Nous n'avons plus la puissance militaire que nous pensions avoir. Et ça va être un sacré choc. Parce que l'Américain moyen croit vraiment que il suffit d'y aller, d'envoyer nos cuirassés dans le détroit, de faire sauter les Iraniens et de leur donner une bonne leçon. Il se dit juste qu'il faut avoir assez de courage pour le faire. Mais les gars, vous ne comprenez pas. Essayez donc, et vous verrez bien ce qui se passe. Mais Larry, le ton change aux États-Unis. D'après les derniers sondages, 64% des Américains pensent que le pays n'est pas en train de gagner face à l'Iran au Moyen-Orient. Exactement. Et seulement 13% pensent que les États-Unis sont en train de gagner. Oui, c'est complètement à l'opposé de l'image que Donald Trump essaie de nous vendre, avec ces magnifiques photos générées par l'intelligence artificielle qu'il publie sur son compte social. Et, en parlant des photos générées par l'IA, cette photo de moi faite par une IA, sérieusement, c'est censé être qui? Mais bon, tu vois, c'est peut-être une bonne comparaison. La politique étrangère de Trump, on dirait qu'elle fonctionne à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, j'ai eu une expérience avec une IA, je lui ai posé une question précise pour qu'elle analyse une vidéo en particulier. Elle m'a répondu « Oui, cette vidéo a été faite par telle personne. » Sauf que non, c'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre. Alors j'ai répondu à l'IA « Hey, tu te trompes, c'est cette personne-là. » Et elle m'a renvoyé « Ah oui, désolé,
j'ai fait une erreur. Et là, quand tu vois ça, tu comprends les limites de l'intelligence artificielle. Il y a des choses bien, mais il y a aussi des choses qui ne le sont pas. Et vous savez, la politique étrangère de Trump, c'est franchement un vrai désordre. Il n'y a aucune stratégie coordonnée, aucune ligne directrice claire. Par exemple, il va rencontrer Xi Jinping, d'accord? Et qu'est-ce que fait l'administration Trump? Elle annonce de nouvelles sanctions contre une entreprise chinoise qui avait pris des photos satellites montrant la réalité de ce qui se passait au Moyen-Orient. Oui, je suis sûr que Xi va être ravi de ça. Vous voyez, Trump devrait chercher à rendre ce voyage aussi paisible que possible, éviter les tensions. Mais au lieu de ça, il empile les sujets de discorde, les uns après les autres, sur la table des discussions. Tu sais, ce type confond complètement la politique étrangère et la diplomatie avec ce qu'il connaît, c'est-à-dire les affaires, les sortes de transactions immobilières qu'il a faites toute sa vie, je dirais. Parce que quand tu mets la pression sur ces pays, ils ne vivent pas dans une grotte. Ils vont riposter. C'est la principale raison pour laquelle la Russie se trouve dans la situation où elle est aujourd'hui. L'Iran aussi, c'est leur manière de réagir face au blocus. Ils ne cèdent pas. C'est ça, la raison. Je ne vois pas. La Chine montre bien que, aujourd'hui, la Chine n'est plus la même qu'avant 2022. Et avec la guerre des tarifs, on a vu comment la Chine a répliqué contre les États-Unis, comment elle a riposté face à l'administration Trump. Je ne sais pas en quoi tout ça va aider Donald Trump, mais on ne dirait pas qu'il apprend quoi que ce soit aujourd'hui en matière de diplomatie ou de politique étrangère. Il continue avec exactement le même état d'esprit. Oui, eh bien oui, il y a cette idée que la Chine est beaucoup plus faible, ou que l'Iran est beaucoup plus faible, que ce n'est vraiment le cas. Hier, je suis tombé sur une nouvelle statistique. Ou plutôt, j'avais posé la question, parce que je parlais avec quelqu'un qui soutenait que la Chine était très faible. J'ai dit, bon, regardons un peu le ratio dette sur PIB, juste comme ça. Et j'ai ajouté, je ne suis pas sûr de ce qu'il est pour la Chine, mais je soupçonne qu'il est bien pire pour les États-Unis. Et surprise, les chiffres étaient les suivants. Si on regarde uniquement le gouvernement central, donc le niveau national, le ratio dette sur PIB de la Chine est de 29%. Et celui des États-Unis, 123%. C'est probablement encore plus élevé aujourd'hui. 123%. It's probably higher now. Now, if you take in the broader government Alors, si on regarde l'ensemble du gouvernement, à tous les niveaux, disons au niveau national, puis au niveau fédéral, ou au niveau des États, ou même des cantons, jusqu'aux villes, et ainsi de suite. Donc, si on prend le gouvernement dans son ensemble, à tous les niveaux, la dette de la Chine est d'environ 4,25 à 4,28%, tandis que celle des États-Unis atteint 140%. Debt for China is 85% or 88%, and the United States is 140%. So again, Encore une fois, la force économique, elle est du côté de la Chine. Et si on regarde la dette totale de l'économie, celle qui inclut les ménages, la dette moyenne par citoyen, eh bien, la dette totale de la Chine est de 302%. Pour les États-Unis, c'est 720% ou 719%. Le double, plus du double. For the United States, 720% or 719. Double, more than double. So my point in all this is Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que les États-Unis agissent comme si la Chine était un cas économique désespéré. Et vous voyez, c'est un peu comme si un type accro à la méthamphétamine ou à l'héroïne allait faire la leçon à quelqu'un sur sa dépendance en lui disant qu'il a un problème, alors que lui-même est accro au cigare.
they're addicted to smoking cigars. We've got a far more critical problem. And then the way Nous avons un problème bien plus grave. Et puis, il y a la façon dont l'économie mondiale a changé. En ce moment, je crois qu'on l'a déjà dit vendredi. En 2000, le Japon comptait 5 des 10 plus grandes banques du monde, et la première était alors considérée comme la Deutsche Bank en Allemagne, suivie de BNP Paribas. Avançons jusqu'en 2025. La Chine possède désormais les 4 plus grandes banques, suivies de 2 banques américaines. Ensuite, on trouve, je crois, la britannique HSBC, puis la BNP Paribas et Mitsubishi. Je pense que ça complète le classement. Remarquez que le Japon, sur ces 5 banques, en a vu 4 disparaître de cette liste, et que la Chine a pris la relève. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le marché des produits dérivés. On l'a vu en 2008 avec l'effondrement du marché immobilier. Un produit dérivé, c'est, disons, imaginons que faisons comme si on était dans un casino. Alors tu vas au casino et tu mises sur la roulette en te disant que ça va tomber sur le 12 rouge. D'accord? Le premier niveau, c'est moi, dans le public, en train de regarder. Et là, je me dis, tu sais quoi? Je parie que Nima va gagner. Et quelqu'un d'autre dit, ah non, moi je prends le pari inverse. Je parie qu'il va perdre. Et puis tu as un autre groupe de gens assis là qui me regardent, moi en train de te regarder. Et eux se disent, tu sais quoi? Je parie que Larry a raison. Et un autre répond, non, moi je parie que Larry a tort. Donc maintenant, ils parient sur le fait que ma prédiction à propos de ce que tu vas faire, que ma prédiction soit juste ou fausse, et ensuite sur la leur. Et puis quelqu'un d'autre arrive et dit, « Hey, tu sais quoi? Moi je parie contre ceux qui parient contre Larry. » Tu vois un peu comment tout ça s'empile. C'est ça, le marché des produits dérivés. Il y a un trader spécialisé qui s'appelle Alex. Il a une chaîne YouTube, Reportify, et il travaille dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. Il explique que ce marché représente entre 600 et 700 000 milliards de dollars. En gros, ce sont des paris spéculatifs, avec des gens tellement endettés que si les paris tournent mal, ils peuvent perdre énormément d'argent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a identifié les 10 plus grandes banques impliquées dans toute cette activité. Aucune n'est chinoise, ce sont toutes des banques occidentales. Et je trouve ça fascinant. Les Chinois ne se mêlent pas directement de toute cette spéculation. Ils semblent rester beaucoup plus prudents, plus ancrés dans le réel. Du coup, pour les discussions de cette semaine entre Trump et Xi, ça veut dire que les Chinois arrivent en position très, très forte. Et Trump, lui, se stemment de tout oui. L'autre point que Donald Trump ne semble pas comprendre, c'est que ces pays, la relation ou le partenariat, peu importe comment on l'appelle, entre la Russie et la Chine, entre la Chine et l'Iran, ou encore entre l'Iran et la Russie, eh bien, ils ne s'ingèrent pas dans les affaires intérieures des autres, ni dans ce qui touche à leur sécurité. Ils ne dictent rien. Ils ne se forcent pas les uns les autres. Ils coopèrent entre eux. C'est ça, à mon avis, tout l'enjeu de ce partenariat ou de cette relation entre ces pays. Et l'administration Trump ne semble pas le comprendre. C'est pour ça qu'ils peuvent poser la question. Moi, je dirais, je ne sais pas quelle est votre lecture de cette visite de la Chine, ni ce qu'il compte demander. Je ne suis pas sûr. Quoi qu'il demande, il a très peu de marge de manœuvre. Peut-être qu'il veut voir s'il peut pousser la Chine à faire pression sur l'Iran pour qu'il se retire et qu'il arrête, mais la Chine ne fera pas ça. Je pense que la délégation américaine part du principe que comme la Chine est sur le papier un grand importateur de pétrole, elle subit plus de pression que les États-Unis face à cette pénurie et qu'elle cherchera donc une porte de sortie. Mais j'ai publié hier soir un article sur sonar21.com qui explique tout ça. Il s'appuie sur une vidéo réalisée par Kevin Wamsley, qui vit en Chine. Il vient en fait de la même région que moi,
en Floride, à Sarasota. Et dans cette vidéo, il montre en détail que la Chine n'est pas vulnérable comme l'Occident le pense. C'est même tout le contraire. Elle a une trajectoire beaucoup plus stable et prévisible pour l'avenir. Et c'est là que les experts occidentaux se trompent systématiquement. Ils surestiment la fragilité de la Chine et sous-estiment sa capacité de résistance. Et vous savez, on va le voir cette semaine, Trump pense qu'il a un moyen de pression, qu'il peut faire plier la Chine. Sauf, il suffit de regarder ce que fait la Chine. Non seulement elle possède les 4 plus grandes banques du monde, mais en plus, elle commence à se débarrasser des bons du Trésor américain. Elle n'en achète plus, elle les revend. Et à la place, elle achète de l'or et de l'argent. Elle met aussi en place un système de paiement alternatif à SWIFT, appelé CIPS, le système de paiement interbancaire transfrontalier. Et la Chine cherche à établir des relations commerciales avec des pays du monde entier, alors que les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent pour lui nuire. Franchement, si j'étais à la place des Chinois, je ne suis pas sûr que j'accepterais de rencontrer Trump. Tu sais, je lui dirais simplement d'aller se faire voir. Parce que tout ce que l'administration Trump a fait, c'est imposer des sanctions contre la Chine ou contre différentes entreprises chinoises. On ne va pas lui envoyer une carte de remerciement, loin de là. Et on a vu comment tout ça s'est retourné contre nous, il y a environ 1 an, avec les sanctions commerciales, les droits de douane. Les Chinois ont dit, très bien, on arrête d'acheter du soja américain. Le marché du soja aux États-Unis s'est pratiquement effondré, parce qu'ils ont ajouté, on achètera au Brésil. Et le Brésil produit énormément de soja. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc les décisions de Trump ont nui aux agriculteurs américains. Elles ne les ont pas protégés, elles les ont rendus plus vulnérables. Et je pense que la Chine sait très bien jouer à ce jeu-là. Ils sont bien plus malins que les États-Unis sur ce terrain. Oui, il met beaucoup de pression sur le secteur agricole des États-Unis. Pas seulement avec les tarifs douaniers, Larry, comme tu viens de le dire, mais aussi avec cette affaire du détroit d'Ormuz. On sait bien à quel point ça influence les engrais. Tu penses, Larry, que cette question du détroit d'Ormuz, d'une certaine façon, dans l'esprit de l'administration Trump, peut être gérée en coordonnant ou en continuant à coopérer, ou encore en essayant de convaincre le gouvernement chinois avec les Européens? Parce que des deux côtés, je ne sais pas si tu as entendu, mais le Royaume-Uni, c'est Fox News qui l'a rapporté, le Royaume-Uni, avec eux, envoie un porte-avions au Moyen-Orient. Le Charles de Gaulle est déjà dans la mer Rouge d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Mais Macron a déclaré non, on n'y sera pas. Moi, je ne fais pas confiance à Macron, quoi qu'il dise. Et alors, d'accord, ils envoient leur porte-avions. Mais qu'est-ce qu'il va faire, au juste? Franchement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit rester assez loin des côtes pour ne pas se faire couler. Déjà, c'est la première chose. Si les Européens commencent à lancer des frappes sur des positions iraniennes, dans ou autour du détroit d'Ormuz, eh bien, à ce moment-là, l'Iran considérera que l'Europe fait partie intégrante de cette guerre. Et plus loin encore, l'Europe sera le prochain domino à tomber après l'Asie. L'Asie commence à vaciller. Et ensuite, ce sera l'Europe, la prochaine sur la liste, parce qu'elle va être frappée de plein fouet par la flambée spectaculaire du prix du pétrole, du gaz, du diesel et du carburant pour l'aviation. L'Iran et les gardiens de la Révolution ont déclaré hier qu'ils allaient riposter à chaque fois que les États-Unis frapperaient ces pétroliers, que ce soit dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique ou même en dehors du golfe. Ils disent qu'ils viseront les bases américaines en même temps que les navires de guerre américains. D'accord. Comment voyez-vous cette escalade? On a l'impression que Donald Trump veut se rendre en Chine. Et à mon avis,
Il semble qu'il rentrera vendredi, si je ne me trompe pas. Well, yeah, so let's see. Right now, it is Bon, like Ryman's 10:30. alors, voyons voir. In China, Là où je suis, il est 10h30. 11:30. Donc en Chine, il est 10h30, 11h30 du soir, So, le 11. in a couple hours, Dans quelques heures, on sera le 12. Donald Trump is gonna Donald Trump va devoir partir. Je ne sais pas s'il décolle aujourd'hui pour la Chine ou pas, parce que, bon, on sait que c'est environ 15 ou 16 heures de vol jusqu'à Pékin. Donc ce soir, on est le 12. Oui, donc s'il part ce soir, ou peut-être demain matin très tôt, le 12, il arrivera là-bas pour le 13, le 14, et puis comme tu l'as dit, il rentre le 15. the 14th, and then as you said, he comes home on the 15th. So we're looking at while Donc, he is pendant qu'il se rend en Chine, China, je ne pense pas qu'on va voir des actions militaires spectaculaires des États-Unis contre l'Iran. Il n'y aura pas de nouvelle série de bombardements, ni d'attaques de missiles, ni rien de ce genre. Ils essayent de garder la situation sous contrôle. Et je pense que l'Iran est plutôt disposé à attendre, sans lancer d'attaque pour le moment. En fait, je crois que la Chine leur a demandé de ne pas riposter. Quand les États-Unis ont frappé les navires russes ou iraniens à la fin de la semaine dernière, je m'attendais à ce que l'Iran réponde, mais ils ne l'ont pas fait. Alors on peut se demander, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur ou parce qu'ils n'en avaient pas les moyens? Non, je pense qu'ils ne l'ont pas fait parce que la Chine le leur avait demandé. Vous savez, l'idée c'est de garder la situation sous contrôle. Parce que la Chine et la Russie, à mon avis, avancent sérieusement dans la création d'une nouvelle architecture de sécurité pour le Golfe Persique. Une structure qui mettrait, vous voyez, les Saoudiens et les Qataris en coopération avec l'Iran, dans un effort collaboratif et mutuellement bénéfique, plutôt que dans ce modèle divisé et conflictuel imposé par les États-Unis. Le modèle américain, où la structure de sécurité mise en place sous la direction de Washington est en train de s'effondrer. Elle tombe. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est cette nouvelle architecture de sécurité que les Chinois et les Russes s'emploient activement à construire. Larry, le Wall Street Journal a rapporté que Donald Trump va revenir. Il va quitter la Chine vendredi. Donc vendredi, il part. Et je pense que le week-end prochain, samedi et dimanche, on va avoir une nouvelle série d'affrontements, si c'est bien ce qui est prévu. Alors il quitte Pékin vendredi, heure de Pékin. Vendredi, oui. Ou bien il part vendredi, heure américaine. Tu vois ce que je veux dire? Non, le président atterrira à Pékin le mercredi 13 mai et repartira le vendredi. Il quittera donc la Chine vendredi. Donc, s'il atterrit à Pékin le 13, donc demain, mardi, aux États-Unis, à 18h, heure de la côte Est, ça fait 6 heures du matin le 13 en Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec le décalage horaire, s'il repart de Chine le vendredi 15, en réalité, il pourrait partir tard le jeudi. Il sera de retour aux États-Unis le vendredi. Oui. Oui, donc il rentrera aux États-Unis vendredi, pas samedi. Mais ce qui est un peu étrange, c'est qu'il partira d'ici mardi pour arriver là-bas mercredi. Du coup, je pense que s'il décolle demain matin de bonne heure, il arrivera en Chine vers 9 heures du matin, heure locale, mercredi. Je t'ai embrouillé? Non. Oui, c'est ça, parce que le décalage horaire entre nous et la Chine est d'environ 11 heures. C'est pour ça qu'ils sont en avance sur nous. Oui, ça dépend de la région du pays. Moi, je parle surtout de Pékin. Je crois que la Chine couvre quoi? 3 fuseaux horaires? Ou peut-être 4. Oui, quelque chose comme ça. Mais entre moi et Pékin, il y a le Brésil,
parce que nous avons 1 heure d'avance sur vous. Et entre vous, en Floride, sur la côte est des États-Unis, et Pékin, il y a 12 heures de décalage. Oui, oui. Et je pense d'ailleurs qu'on l'aura samedi ou dimanche, s'il commence à bouger. Oui, oui, ils pouvaient attendre. Encore une fois, on ne peut pas exclure qu'ils reçoivent des informations ou même une menace. Vous savez, les Chinois pourraient très bien lui faire comprendre que s'il relance un conflit avec l'Iran, il devra se battre contre eux aussi. Donc, tout dépend des messages qui lui seront transmis. Certains disent que la Chine se moque complètement de l'Iran, qu'elle le laisserait tomber du jour au lendemain. Eh bien, ils se trompent complètement. L'Iran joue un rôle important dans l'avenir de la croissance économique chinoise. C'est encore un carrefour essentiel pour le commerce, à la fois par voie terrestre, par le rail, et aussi grâce à son accès à l'océan Indien. Tu as vu l'article, Larry, dans le New York Times. Ils ont enfin découvert que l'Iran a accès à la mer Caspienne. Ils peuvent s'en servir. Oui, quelqu'un a regardé une carte. Tiens, c'est quoi ça? Eh bien, c'est pour ça que c'est tellement absurde d'entendre les partisans de Trump dire que, oh, avec ce blocus, on a l'Iran complètement encerclé, qu'ils ne peuvent plus rien faire, qu'ils sont coupés du monde, isolés, qu'ils n'auront plus aucun commerce. Pendant ce temps, la Russie peut leur fournir de la nourriture ou tout autre matériel dont l'Iran a besoin, par la mer Caspienne. Les Chinois, eux, le font par la ligne de chemin de fer qui passe par Tashkent, et les Pakistanais par 7 routes terrestres qui partent du Pakistan. C'est tout simplement une preuve de l'incompétence de l'administration Trump. Larry, d'après les rapports venant des Iraniens, on dirait qu'ils savent d'une manière ou d'une autre comment saturer les systèmes de défense de ces destroyers qu'ils utilisent dans le Golfe Persique, justement pour mener ce blocus contre l'Iran. Les principaux moyens utilisés, ce sont ces destroyers, et il semble que l'Iran ait réussi à saturer leur système de défense aérienne. À partir de là, ils peuvent atteindre leur cible, le destroyer. Ouais, je ne sais pas vraiment comment fonctionne le système de lancement vertical sur les destroyers. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas s'il en est capable. Donc disons qu'il y a, 50 missiles à l'avant et une quarantaine à l'arrière du navire. Et du coup, est-ce qu'ils peuvent tous les tirer en même temps? Enfin, je veux dire, sur une cible qui arrive, ou bien ils doivent les tirer un par un? J'en sais rien. Je ne connais pas la réponse. Mais je soupçonne que c'est plutôt la deuxième option que la première. Ouais. Donc, avec un SM de drone, tu vas en abattre quelques-uns, mais pas tous. Et je crois que les Iraniens ont effectivement touché des navires américains et les ont endommagés. Ce qui, à mon avis, explique en partie pourquoi les États-Unis eux-mêmes ont évité de faire quoi que ce soit de trop provocateur dans le détroit d'Ormuz. Dans son interview à l'émission 60 minutes, Netanyahou a dit qu'il fallait saisir, littéralement attraper, le nucléaire iranien, l'uranium enrichi en Iran, à plus de 60%. On lui a demandé s'il voulait dire par là qu'il pouvait le faire militairement ou s'il pensait à une autre méthode. Il n'a pas précisé, mais j'ai l'impression qu'il croit vraiment qu'ils peuvent aller sous terre pour récupérer cet uranium enrichi en Iran. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, parce qu'il avait déjà eu le même type de stratégie avec ce qu'il appelait le changement de régime en Iran, ce qui, à mon avis, Et imaginez un peu, comment peuvent-ils trouver de l'uranium enrichi en Iran et simplement... Enfin, encore une fois, je pense que tout ça repose beaucoup sur des suppositions dans la planification. La première,
c'est que l'Iran aurait regroupé tout son uranium enrichi à 60% en un seul endroit. Si j'étais un planificateur militaire, je ne ferais pas ça. Je le disperserais. Je le placerais à différents endroits. Deuxième supposition, que l'Iran n'a pas renforcé la sécurité de ses sites, ni pour détecter une attaque entrante, ni pour y résister. Je sais, d'expérience directe, grâce à un exercice sur lequel j'ai travaillé, que j'ai aidé à rédiger et à exécuter il y a une vingtaine d'années, et qui consistait à envoyer une équipe des forces spéciales américaines en Iran pour attaquer un site nucléaire précis. On appelait ça une cible profondément enfouie et renforcée, un HDBT. Dans ce scénario-là, l'Iran ne savait pas qu'on arrivait, donc on avait l'effet de surprise. Mais même dans ces conditions, ça s'est révélé être, disons, une mission très très difficile, voire une mission impossible. Et ça, c'était quand ils ne savaient pas qu'on venait. Maintenant, on est dans une situation où on l'a annoncé, ou du moins c'est notre intention. Donc je ne pense pas que l'état-major iranien, ni les gardiens de la révolution, soient là à ne rien faire. Je pense plutôt qu'ils ont pris des mesures pour renforcer la sécurité de ces sites. Oui, il a dit, Larry, qu'il pense que la mission, la guerre contre l'Iran, a accompli beaucoup de choses. Puis il ajoute qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur l'uranium enrichi en Iran, mais qu'il reste, selon lui, des sites d'enrichissement qu'il faut démanteler. Il parle de ces installations nucléaires, de tout ça, à démanteler. Je ne sais pas ce qui se passerait, ni qui pourrait faire ça, s'ils n'ont pas réussi en attaquant l'Iran. Et puis il y a un autre point. Il dit qu'il reste encore des groupes soutenus par l'Iran. Il parle du Hezbollah, du Hamas et des Yéménites. Et il dit qu'ils sont toujours là. Quant au programme iranien de missiles balistiques, il affirme qu'il est toujours intact et qu'il faut agir. Cet homme, d'une certaine manière, a accompli beaucoup. Mais en même temps, il se retrouve avec les mêmes problèmes qu'avant le début de cette guerre. Oui, allez-y, désolé. Quelle serait la stratégie? Quelle serait la prochaine étape? Parce que, franchement, je trouve que ça devient vraiment ennuyeux si Donald Trump essaye de continuer avec ce genre de plan du côté israélien. Eh bien, ce qu'on peut déduire logiquement ne sera pas appliqué dans la réalité. La logique voudrait que pour mettre fin à ces combats, Israël reconnaisse que les Palestiniens ont droit à un État, une nation, un pays indépendant, pleinement souverain sur son peuple, sur son territoire et sur ses ressources, et qu'Israël se retire, qu'il abandonne cela. Mais Israël ne le fera pas. Ils sont enfermés dans une vision de leur pays qui ne laisse aucune place à un État palestinien. Donc ce conflit va continuer jusqu'au moment où Israël ne sera plus en mesure de soutenir la guerre, ou bien les Palestiniens ne seront plus capables de la soutenir. Et à mon avis, le scénario le plus probable, c'est qu'Israël échouera. Et le résultat, c'est que le pays s'est de plus en plus aliéné le soutien qu'il avait aux États-Unis. Les récentes attaques contre le christianisme et contre les chrétiens, en Israël comme au Liban, poussent de plus en plus de chrétiens américains à se détourner d'Israël. Ils le voient désormais comme un État brutal, génocidaire. Et dans ces conditions, combien de membres du Congrès vont continuer à soutenir l'envoi de milliards de dollars à Israël? Ce soutien va forcément diminuer. Israël pourrait vraiment se retrouver isolé. Et puis, il y a Alastair Crooke, dont la femme vient tout juste de publier un article. Ce qu'ils font, c'est qu'Aisling lit la presse hébraïque, puis elle republie ce qui s'y dit. Et c'est frappant, vraiment frappant, de voir ce qui s'écrit en ce moment, que les Israéliens ont perdu leur cap et que leur volonté de rester dans un état de guerre permanent est en train de détruire le pays. Oui, et la situation dans le sud du Liban
devient beaucoup plus compliqué pour les Israéliens. On a vu les dernières images publiées par le Hezbollah qui montrent qu'ils ont réussi à frapper une batterie du dôme de fer. Voici littéralement la vidéo que le Hezbollah a diffusée. Larry, the footage that Hezbollah published. Oui, c'était la fin de l'histoire. Oui, oui. Et je pense qu'ils deviennent de plus en plus efficaces. Et avec le temps, je ne sais pas comment Israël va pouvoir tenir, vu les pertes qu'ils subissent en ce moment. C'est incroyable. On n'a jamais vu un tel niveau de perte du côté israélien. Parce que quand on va dans le sud du Liban, il faut défendre ses troupes. Et quand on n'arrive pas à les protéger, l'ennemi frappe vos forces, pas seulement vos forces, mais aussi votre système de défense aérienne, ce qu'on appelle le dôme de fer. Je pense que le seul système de défense vraiment opérationnel qu'ils ont aujourd'hui, c'est le dôme de fer. Parce qu'on sait qu'il y a une pénurie du côté des systèmes Patriot et THAAD. Eh bien, même ça, ça ne marche pas. Parce que dans ce cas, si le dôme de fer était si performant, pourquoi n'a-t-il pas abattu ce drone? Il a échoué. Alors laissez-moi vous lire quelques extraits de l'article qu'Alastair a envoyé. Le commentateur militaire Alon Ben David parle de la dégradation morale et disciplinaire qui traverse les forces de défense israéliennes, du dysfonctionnement quasi total des systèmes publics et de la crise morale d'Israël. Ce chef de l'armée, Zamir, devra ramener les forces armées aux bases, l'ordre, les valeurs et la discipline dans une société qui s'éloigne de toutes ces normes. Et puis, il y a un article du major Yitzhak Brick intitulé « Les illusions de la victoire ». Les dirigeants politiques et militaires israéliens ont menti. Les missiles balistiques iraniens n'ont en réalité pas été interceptés du tout. Parfois, des missiles du système David Sling étaient simplement tirés pour donner l'impression qu'une interception avait eu lieu. Ensuite, le colonel à la retraite Eldad Shavit a déclaré que Trump avait déjà essayé de vendre au public américain et au monde entier l'image d'une victoire contre l'Iran. Pourtant, il est devenu évident à plusieurs reprises que ce récit ne repose sur rien. Et enfin, il y a ce commentaire sur la façon dont les drones changent la nature même de la guerre, un domaine pour lequel Israël n'est absolument pas préparé, malgré 4 années à observer ce qui se passe en Ukraine. Donc, Israël est en difficulté. Et peut-être qu'il y a une sorte de métaphore là-dedans, parce que regardez Benjamin Netanyahou. Vous avez vu son passage dans l'émission 60 minutes? Il a l'air épuisé. Il a perdu du poids. Il devient de plus en plus émacié. Il n'a plus du tout la carrure qu'il avait autrefois. Mais ça s'explique par le fait qu'il souffre d'un cancer de la prostate et la maladie le ronge. Il se peut donc qu'il ne soit plus en vie d'ici la fin de l'année, ce qui, au minimum, changerait la dynamique politique à l'intérieur d'Israël. Je ne suis pas sûr, en revanche, que cela pousse les Israéliens à renoncer à leur objectif de détruire l'Iran, le Hezbollah ou le Hamas. Oui, mais les Israéliens ont de nouvelles méthodes, Larry, pour protéger leurs soldats au Liban. En voici une. Ils déploient des mannequins dans le sud du pays. Épouvantail. Larry,
Je crois qu'on se souvient tous qu'Israël a commencé à attaquer ou à avancer dans le sud du Liban à cause du problème qu'ils avaient dans le nord d'Israël. Est-ce que ce problème a été résolu ou est-ce qu'ils continuent à faire face au même type de situation? Non, je pense qu'Israël sera contraint de retirer ses forces du sud du Liban d'ici quelques semaines. Comme vous l'avez justement souligné, ils subissent énormément de pertes à cause de ces drones. Lors de la précédente incursion dans le sud du Liban, en 2006, Israël n'avait pas eu à affronter de drones. À l'époque, il devait surtout se méfier des tirs de lance-roquettes et de quelques missiles rudimentaires. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Ce à quoi ils font face change la donne. Et oui, ça leur cause des pertes très lourdes, à la fois en matériel et en vies humaines. Et Israël n'est pas un pays assez grand pour supporter un tel niveau de perte. Donald Trump a publié une vidéo d'attaque contre Barack Obama. Il dit « Barack Hussein Obama » parce qu'il pense qu'en le disant comme ça, il l'insulte d'une certaine manière. Mais avec ce Hussein, Larry, tu ne trouves pas que toute cette idée de diaboliser les musulmans dans le monde a changé? Moi, je pense que le ton est en train d'évoluer, pas seulement aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Les gens voient maintenant quelle est la réalité derrière tout ça. Pourquoi faudrait-il diaboliser une religion? Qu'en penses-tu, surtout dans le contexte américain? Eh bien, encore une fois, ça remonte à ce que j'appellerais un préjugé historique. On croit largement, et c'est entretenu au sein de la communauté chrétienne, que les musulmans détestent les chrétiens, qu'ils sont sournois, qu'ils vont venir vous dire une chose et faire exactement le contraire. Et c'est là que tout commence. Du coup, si on remonte à l'émergence de l'islam, au 7e ou au 8e siècle, puis à sa diffusion dans la région, tout cela a abouti aux guerres qui ont eu lieu en Europe, en Turquie, en Espagne, pour, disons, repousser l'avancée musulmane. Les musulmans ont toujours été présentés de cette manière, comme étant violemment opposés au christianisme. Sauf que, quand on regarde vraiment la théologie, ce sont les musulmans, et là j'exclus les sunnites, les wahhabites, ces extrémistes, les déobandis. Ils sont complètement intolérants. Mais la grande majorité de l'islam est plutôt tolérante, et elle célèbre Jésus comme un prophète. Et ils honorent la Vierge Marie, sa mère, comme une femme sainte. Alors que les Juifs, c'est tout le contraire. Pour eux, Jésus n'est rien, un inconnu, et Marie est une prostituée. Donc, cette idée que ceux qui s'opposent violemment au christianisme seraient les Juifs, ou plutôt les sionistes, je pense que le mot sioniste est plus juste, eh bien tout ça conduit à une érosion du soutien à Israël aux États-Unis. Et ça va devenir un facteur crucial dans les années à venir. Israël devient de plus en plus isolé, pas l'inverse. Et cette volonté qu'on a vue il y a quelques années, chez certains pays du Golfe, d'adopter quelque chose comme les accords d'Abraham. Les Émirats arabes unis peuvent le faire, mais personne d'autre ne va suivre. UAE may do that, but nobody else is going to go along. Vous croyez vraiment ça? Parce que le point principal, quand on parle d'Obama et de son administration, ce que Donald Trump évoquait dans son dernier message, c'est qu'il affirmait qu'Obama avait envoyé beaucoup d'argent à l'Iran après l'accord sur le nucléaire, le JCPOA. Le problème pour Donald Trump, à mon avis, c'est qu'il n'obtiendra jamais quelque chose d'équivalent au JCPOA. Et si jamais il parvient à un accord avec l'Iran par la négociation, la situation pour lui sera bien pire que celle du JCPOA. En plus, il devra faire ratifier cet accord par le Congrès, ce qui n'était pas le cas pour le JCPOA. D'accord, soyons précis avec les mots. Bien pire pour qui? Oui, pour Donald Trump, vu la position dans laquelle il se trouve.
Ce serait plus avantageux pour l'Iran. Et j'encourage tous vos auditeurs et téléspectateurs à aller se renseigner sur le JCPOA et à lire ce que contenait réellement cet accord. Il était plutôt contraignant pour l'Iran. D'une certaine manière, l'Iran l'a signé un peu par désespoir, parce qu'il faisait face à la Chine et à la Russie, qui à l'époque étaient prêtes à soutenir la poursuite des sanctions contre lui. Donc, l'Iran voulait simplement sortir de ce régime de sanctions. Oui, et ça rejoint le point que vous évoquiez tout à l'heure. Je ne vois pas du tout l'Iran pressé de revenir à un cadre comme celui du JCPOA. Ils vont affirmer qu'ils sont une nation souveraine, qu'ils ont le droit d'enrichir l'uranium comme ils l'entendent, mais qu'ils resteront signataires du traité de non-prolifération et qu'ils continueront à mettre en place un dispositif permettant aux inspecteurs de l'AIEA de venir régulièrement vérifier qu'ils ne construisent pas d'armes nucléaires et qu'ils n'ont pas l'intention d'en construire une. Ce serait en quelque sorte l'accord idéal du point de vue de l'Iran. Un accord que les États-Unis n'accepteraient pas, je pense. Mais l'Iran est dans un tout autre état d'esprit aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il se considère comme une nation souveraine et il refuse d'être traité sans respect. Et franchement, je peux comprendre ça. Oui. Larry, à mon avis, il y a une division assez marquée, voire profonde, entre les pays du CCG. Oui, parce que d'après ce qu'on a appris des médias iraniens et des échanges entre les deux parties, d'un côté l'Iran, de l'autre les pays du CCG, eh bien, il y a eu 6 appels téléphoniques entre l'Iran et l'Arabie saoudite depuis le début de la guerre. 5 appels entre l'Iran et Oman, et 2 rencontres d'ailleurs. 5 appels et 2 rencontres du côté d'Oman. Et avec le Qatar, il y a eu 5 appels entre l'Iran et le Qatar. Mais quand on regarde les Émirats arabes unis, le Koweït et Bahreïn, on ne voit aucun appel entre l'Iran et les Émirats, ni entre l'Iran et le Koweït, ni avec Bahreïn. Un seul coup de téléphone entre l'Iran et les Émirats arabes unis. C'était le vice-président qui parlait avec le président du Parlement iranien, Ghalibaf. Ça montre à quel point ces deux camps sont différents dans le Golfe Persique, au sein même des pays du CCG. Et alors, comment voyez-vous, avec cette architecture dont vous parliez il y a un instant, le rôle de la Russie et de la Chine, aux côtés de l'Iran, dans la redéfinition ou la transformation de la structure de sécurité de la région? Et comment percevez-vous les autres acteurs, Oman, le Qatar et l'Arabie saoudite? Parce que selon moi, ce sont les acteurs les plus importants quand on parle du détroit d'Ormuz. Quelle est votre analyse à ce sujet? Eh bien, quand on regarde la réalité économique, sans doute que l'économie la plus diversifiée du Golfe, c'est celle du Qatar. Parce que le Qatar exporte de l'aluminium, il exporte aussi de l'urée. C'est le 2e producteur mondial d'hélium. Le plus grand producteur de pétrole, c'est l'Arabie saoudite. Donc à mon avis, la Russie et la Chine vont d'abord se concentrer sur ces deux-là, les Saoudiens et les Qataris, parce que Bahreïn est tout petit et le Koweït aussi. Au final, ils n'auront pas vraiment le choix. Soit ils essayent d'agir seuls, ce qu'ils ne peuvent pas faire, soit ils acceptent le fait que l'Arabie saoudite et le Qatar ouvrent la voie vers une coopération plus étroite avec l'Iran. Je vois que les Iraniens sont en fait prêts à se montrer assez conciliants. Ça va laisser les Émirats arabes unis isolés. Et l'Iran a déjà fait le premier pas il y a 2 ou 3 jours en frappant Fujairah, le port, pour bloquer en gros les exportations de pétrole venant des Émirats. À part ça, les Émirats, c'est une illusion. Je les compare, je dirais, à un mélange entre Disneyland et Las Vegas, parce que tout y est tourné vers les très riches. C'est un mode de vie fait pour la fête, pour le luxe. La prostitution y était très présente. Beaucoup y allaient pour gagner de l'argent, comme d'autres venus d'Asie de l'Est ou d'Asie de l'Ouest, pour, disons, trouver un travail et servir tous ces Occidentaux fortunés qui affluaient là-bas.
a job, serve all these wealthy Westerners that were flocking there. Yeah, this is this security. Alors, cette architecture de sécurité, comme je l'ai décrite tout à l'heure, à l'origine, elle consistait à installer une présence militaire américaine pour rassurer les pays de la région. Tant que nous sommes là, personne ne vous attaquera. Et puis, tant qu'à faire, pourquoi ne pas dépenser, disons, quelques centaines de milliards de dollars pour acheter des bons du Trésor américain et aussi un peu de notre matériel militaire? Ce serait parfait, non? En réalité, ce n'était pas une relation très saine. Cela a mis les pays du Golfe dans une position de dépendance. Et puis arrive le 28 février, et là, d'un coup, les garanties de sécurité venues de l'Occident s'envolent. L'Occident ne peut absolument pas les protéger, et l'Iran le dit très clairement. Il dit, nous pouvons venir bombarder vos bases stratégiques et vos infrastructures essentielles. Et ça, je pense que ça a poussé certains de ces pays, en particulier le Qatar et l'Arabie saoudite, à prendre du recul et à réévaluer la situation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rester dans une relation aussi étroite avec Washington? Ou bien, voilà que la Russie et la Chine proposent quelque chose de totalement nouveau, avec en plus des avantages financiers pour nous. Vous savez, d'habitude, la relation avec les États-Unis, c'est plutôt « Hey, vous devez nous donner de l'argent ». Alors que la Chine et la Russie disent « Voyons comment on peut tous les deux gagner de l'argent avec cet accord ». Oui, voilà ce que Donald Trump a tweeté il y a 14 ans. Larry, les prix de l'essence sont complètement fous. Virez Obama. Oui. Tu sais, ce type, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il a besoin d'attaquer Obama pour justifier sa position actuelle? Mais bon, c'est une attitude assez typique chez lui. À chaque fois qu'il parle de la guerre en Ukraine, il attaque Joe Biden. Et quand il s'agit de l'Iran, il s'en prend à Obama parce qu'il pense que ça le met dans une meilleure position pour parler des deux conflits. Mais franchement, personne ne croit que la guerre en Ukraine, tu vois. Joe Biden, c'est fini. Plus personne ne parle de lui. Le président des États-Unis, c'est Donald Trump. Et lui, il n'a pas mis fin au conflit en Ukraine. Il a même déclenché une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Il est dans une très mauvaise posture, Larry. Je ne sais pas comment il va interpréter tout ça avec le temps, mais je ne vois pas Donald Trump s'en sortir, ni sa position s'améliorer. Il s'enfonce de plus en plus. Oui, il devient de plus en plus imprévisible. Et je pense que ce voyage en Chine, en fait, il espère qu'ils pourront en sortir en proclamant une grande victoire. Moi, je n'y crois pas. Mais on verra bien. Si, en revenant, il relance les bombardements, la nouvelle attaque contre l'Iran, alors cette guerre va entrer dans une autre phase qui sera très, très destructrice, à la fois pour Israël et pour les États-Unis, et aussi très néfaste pour l'économie mondiale. Ça va aggraver la situation, pas l'améliorer. Elle est déjà mauvaise. On n'a pas encore vu tous les effets que ça va entraîner. Donc, vous savez, Trump n'a plus le contrôle. C'est la meilleure façon de le dire. Il pense que si, mais il a perdu la main sur l'agenda. Larry, le comportement de la France est un peu étrange. Chaque fois qu'il s'agit de... Attends. Donne-moi une situation où le comportement de la France a été normal, pas bizarre. Allez, voyons. La France reste la France, d'accord? Vive la France. Vive la France. Oui, mais tu te souviens dans le cas de l'Ukraine, ils avaient dit que s'ils arrivaient à trouver une sorte d'accord, ils allaient envoyer leurs troupes en Ukraine. Ah oui? Et ça marche comment ça? Et d'ailleurs, ils disent la même chose. Si la guerre se termine au Moyen-Orient,
Ils vont envoyer leur porte-avions là-bas, soi-disant pour protéger la paix. Mais pourquoi en aurait-il besoin? Why do they need? Eh bien, je demandais simplement, qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Vous allez naviguer dans le détroit d'Ormuz pour que les Iraniens fassent exploser votre navire. Oui, ça enverra un message. Vous savez, si vous envoyez un porte-avions, vous avez des avions de combat à bord, des appareils prêts à décoller pour frapper des positions iraniennes. D'accord, mais à ce moment-là, vous venez d'élargir la guerre. Et puis, il faut aussi réfléchir à la façon dont vous allez ravitailler tous ces avions. J'imagine qu'ils utiliseront les KC-135 de l'OTAN. C'est une option possible pour éviter d'avoir à fournir les leurs. Oui, non. Encore une fois, prenons un peu de recul et demandons-nous, quel est le but au juste? Quel est l'objectif? Ah, on veut rouvrir le détroit d'Ormuz. D'accord, mais expliquez-moi comment vous faites ça. Quand pour rouvrir le détroit d'Ormuz, il faut d'abord éliminer la menace de frappe de missiles balistiques à courte et moyenne portée, ainsi que de drones qui sont lancés depuis l'intérieur de l'Iran. Ils ne sont pas là sur la côte. L'Iran a bien oui des défenses sur la côte. Je ne dis pas le contraire. Et ces défenses côtières sont déjà très solides, et à elles seules, elles sont déjà difficiles à neutraliser. Mais admettons que vous arriviez à les vaincre. Que faites-vous alors de ces sites de lancement situés, disons, à 100, 200 000 à l'intérieur du pays? Que sait-on de Larry Johnson ou des missiles et intercepteurs que l'Europe fabrique pour Israël? Nis beceptanism quoi? Je sais pas trop. Avec le dôme de fer, est-ce qu'ils fabriquent une sorte de missile pour le dôme de fer, pour le système THAAD ou pour le Patriot? Est-ce qu'ils sont capables d'en produire? Non, je ne crois pas. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment accès aux terres rares indispensables à ce genre de production, de toute façon. Oui, non. L'Europe, aujourd'hui, c'est plus grand-chose. Vous savez, on la regarde encore exister sur le papier, avec ses magnifiques sites historiques à visiter. Mais autrefois, c'était le centre de l'agenda mondial. Au XIXe siècle, c'était le cœur de la recherche scientifique et de l'industrialisation, pour la production de biens. Et puis, il faut le dire, ils accumulaient d'immenses richesses en pillant leurs colonies partout dans le monde. Et puis arrive la Première Guerre mondiale. Elle détruit toute une génération d'hommes et commence à faire s'effondrer les différents empires coloniaux, pas seulement celui des Britanniques, mais aussi ceux des Français, des Allemands, des Néerlandais. Et ensuite, la Seconde Guerre mondiale vient, en quelque sorte, sceller leur destin. Depuis, ils essaient tous de rester pertinents. Et vous savez, l'opération que les Britanniques ont menée, c'était en 82, 81, au Malouine. Eh bien, ils ne pourraient plus faire ça aujourd'hui. Ils n'en ont plus les moyens. Donc, sur ce plan-là, ils ont perdu. Militairement, ils n'ont plus grand-chose à offrir. Ils ne sont plus une source majeure d'idées scientifiques ni de recherche. Et même leur puissance comme capital financière s'est érodée. Il y a beaucoup d'attention là-dessus. Ce type, Tom Luongo, parle tout le temps de la City de Londres. La City de Londres. La City de Londres. Mais vous savez quoi? Regardez la City de Londres. HSBC est la seule banque dans le top 10 et elle est, je crois, 8e ou 9e. Donc ce n'est pas le géant que tout le monde prétend qu'il faut absolument surveiller. Et les banques chinoises, elles partent dans une toute autre direction. Encore une fois, en dehors du modèle occidental. Donc encore une fois, l'Europe n'est pas seulement l'ombre d'elle-même. J'irais même jusqu'à dire qu'elle n'est plus vraiment pertinente. Elle peut être gênante, elle peut proférer des menaces, mais en termes de production industrielle, pour fabriquer quoi que ce soit pour Israël, eh bien, bonne chance avec ça. Oui.
Just before wrapping up, Larry, Juste avant de conclure, Larry, Netanyahou a dit qu'ils veulent être indépendants, qu'ils n'ont pas besoin des États-Unis, qu'ils sont en train de devenir indépendants vis-à-vis des États-Unis, qu'ils n'ont pas besoin des États-Unis pour vendre, pour recevoir de l'argent, ni pour obtenir une quelconque aide. Oui, Mais quand on lui a demandé quel était le calendrier pour ça, il a répondu « dans la prochaine décennie ». Ouais, oh mon Dieu. Autrement dit, ça n'arrivera jamais. It never happens. Yeah, you ought to sing this song from ouais, tu devrais chanter la chanson d'Annie. Demain, demain, je t'aime. Oui, c'est demain. Ça finira bien par arriver. Bonne chance. Mais ne retiens pas ton souffle. Oui, la relation entre les États-Unis et Israël, en ce moment, elle va dans la direction opposée. De plus en plus d'Américains se demandent pourquoi est-ce qu'on nous prend en otage là-dedans. Et Netanyahou ne s'en cache pas, surtout quand il parle uniquement en hébreu, en pensant que les Américains ne comprennent pas. Et la plupart, en effet, ne comprennent pas. Mais quand ils voient la traduction, ils se disent « Il a vraiment dit ça ?» Oui, il l'a dit. Donc, on n'a pas encore vu la fin de cette histoire. Les marchés continuent d'espérer un retournement. Certains veulent croire qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Non, cette guerre, cette situation, la fermeture du détroit, tout ça va durer encore un bon moment. Yeah. Oui, merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Larry, for being with us today. Start the week off on such a cheery. Commencez la semaine sur une note aussi joyeuse, hein? Très bien. Continue comme ça, mon gars. Franchement, je suis impressionné. Tu fais ton travail à l'université et en plus, tu gères tout ça pendant la semaine. Et tu apportes des informations vraiment importantes. So you're providing important information. Toi aussi. Merci, Larry. Larry, Très bien. Toujours un vrai plaisir. as always. Later. À plus tard. À vendredi alors. Oui. Yep. Bye-bye. Au revoir.